Salam alaikum azzoulfilaouen, bonsoir. Cette semaine, l'actualité algérienne a été marquée par les déclarations du chef de l'État, Al-Majid Tebboune, qui a exprimé son mécontentement face à la lenteur observée dans plusieurs secteurs lors de la réunion du Conseil des ministres. Mais aussi la question des BRICS, l'Algérie devient membre partenaire, alors que Al-Majid Tebboune a déclaré auparavant dans une récente interview que l'Algérie a définitivement tourné la page de l'adhésion au bloc des BRICS. On va parler aussi dans cette émission de la Journée nationale de la presse qui coïncide chaque année le 22 octobre, et on terminera cette émission avec le mouvement des étudiants en médecine qui continue. Donc les principales facultés de médecine du pays sont en grève depuis octobre. Je vais commencer avec l'émission juste après cette petite intro. Comme chaque samedi, donc, la rétro-info de la semaine, donc on traitera de l'actualité de la semaine, vous l'avez entendu, les déclarations du chef de l'État pendant et un mécontentement face à la lenteur observée dans plusieurs secteurs, la question des BRICS, l'Algérie devient membre partenaire, mais aussi la Journée nationale de la presse et le mouvement des étudiants en médecine. J'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Nazim Taleb, membre du secrétariat de la CHED, qui est avec nous depuis Paris via Skype. Nazim Taleb, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nasser, bonsoir à vos invités et à tous les auditeurs, et merci pour l'invitation. Merci beaucoup Nazim Taleb. On aura aussi Dr Noura Bekouche, qui est médecin, militante politique. Elle est avec nous depuis Paris, par téléphone, je pense. Dr Noura Bekouche, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nassar, merci pour l'invitation. Désolé, on a un problème de connexion aujourd'hui. Donc, je vais participer via juste le téléphone. Bonsoir à tous les auditeurs, au peuple algérien, partout dans le monde. Merci beaucoup, Dr Noura Bekouche. On aura aussi depuis Chorfa, dans le Bouira, Dr Mohamed Lamine Chibane, médecin, militant politique aussi. Il sort avec nous, il est avec nous par téléphone. Dr Mohamed Lamine Chibane, bonsoir. Salam alaikum wa marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Wa alaikum salam. Heureux d'être parmi vous. Un plaisir de vous retrouver et de retrouver ma consoeur, Madame Noura Bekouche. Et je salue aussi Nazim, justement. Et donc, je salue tout le monde et tahiyya li kull shurafa wa ahrar al-Jazair. Avec ça, docteur, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Désolé pour le retard, donc un petit problème technique, mais on va aller dans le vif du sujet avec Nazim Taleb. Nazim Taleb, donc les déclarations du chef de l'État qui a exprimé son mécontentement face à la lenteur observée donc, dans plusieurs secteurs lors de la réunion du Conseil des ministres donc, cette semaine. On va commencer avec cet événement. Avant de vous donner la parole, on va voir Tebboune ou écouter Tebboune dans cette petite vidéo. Et je reviens à vous juste après. Lors de cette réunion du Conseil des ministres, le président de la République a enjoint au gouvernement de procéder à une révision radicale de la réglementation régissant la commercialisation du produit national pour le citoyen à travers l'élaboration d'une loi consacrant un système de plafonnement des prix via des décrets lorsqu'il s'agit de prix déraisonnables des produits de saison. Le président de la République a également ordonné au gouvernement et aux instances de contrôle, y compris les organes de sécurité, de faire preuve d'une extrême vigilance, d'intensifier et de porter au plus haut point le contrôle en plaçant les produits agroalimentaires et les médicaments au cœur des priorités. Concernant les mesures de régulation et de suivi des opérations d'importation, le président a ordonné de ne pas interdire les opérations d'importation des matières premières utilisées dans la chaîne de production et les industries vitales. Le reste des opérations sera soumis à une autorisation préalable, affirmant que l'Algérie n'a jamais interdit et n'interdira pas l'importation.
Par ailleurs, le Conseil des ministres a approuvé les mesures relatives à la bourse des étudiants et des enseignants-chercheurs aux écoles supérieures du pôle scientifique et technologique de Sidi Abdallah. Le président de la République a précisé que ce projet constituait un acquis pour l'Algérie et pour sa sécurité nationale. S'agissant des préparatifs pour la réalisation d'une importante œuvre cinématographique sur l'émir Abdelkader, le président de la République a donné instruction pour le lancement d'un appel d'offres international pour la production et la réalisation en vue de conférer à cette œuvre une dimension universelle vu la haute symbolique que représente l'émir Abdelkader, de par son parcours dans l'édification de l'Algérie contemporaine et son rayonnement international. Voilà. Nazim Taleb, on a fait savoir dans la presse algérienne que le président Ahmadji Tebboune est insatisfait des performances de certains ministres. Comment peut-on lire donc ces déclarations de Tebboune qui se dit insatisfait des performances de certains ministres? Et est-ce que le ministre a des prérogatives en Algérie? Votre réaction? Vous savez, je vous renvoie à la déclaration du ministre du Commerce, M. Berti, qui date de plusieurs années, qui dit « Moi, ministre, je ne peux même pas fermer un magasin en plein centre de la rue d'Alger. » C'est pour dire que le poids des ministres, c'est un ministre qui le disait, hein, c'est pas moi, opposant ou vos invités, ou c'est un ministre qui disait ça. Un ministre en Algérie n'a aucun poids, n'a aucun pouvoir. Tebboune lui-même, quand il se plaint de la lenteur, lui-même était ministre d'un secteur où il y avait énormément de lenteur. Rappelez-vous juste la mosquée de Paris, la grande mosquée d'Alger, où il disait on va l'ouvrir telle année, après c'est telle année, finalement ça s'est prolongé sur 4 ou 5 ans après avoir déclaré que l'inauguration de la grande mosquée d'Alger. Donc lui-même était ministre d'un secteur où il y avait énormément de retard. Rappelez-vous les retards dans la livraison des différents programmes d'habitation. Donc au fait, c'est de la communication, encore une fois. Ça, on l'a vu avec... c'est du style Boumediene, c'est du style Bouteflika. Le président n'est pas content. Le président remonte les bretelles à tel ministre ou à tel ministre. Au fait, c'est toujours cette volonté finalement de communication pour dire le président il est bien, mais c'est les ministres qui sont pas bien. Sous Bouteflika, il y a eu 700 ministres sur une période, pour vous dire le nombre de ministres qui se sont succédés, et rien n'a changé en Algérie. Et Tebboune ne va rien changer en Algérie parce que lui-même c'est un fusible d'un régime qu'il a désigné, et les ministres pareil, sans parler bien sûr des conflits entre clans. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'un ministre puisse faire, par exemple, dans la régulation de certains prix de produits essentiels, alors que ces produits essentiels eux-mêmes sont contrôlés par des barons du commerce, par certains généraux, colonels. Qu'est-ce que vous allez dire à un général, un pauvre ministre? Qu'est-ce qu'il va dire à un général? Un autre exemple de l'incohérence, quand il dit il faut fixer les prix, le café, ils ont décidé de limiter le prix du café. Et qu'est-ce qu'ils ont dit aux producteurs, ou plutôt aux importateurs? Au fait, vous avancez la trésorerie et après, nous, on vous donne l'argent. Il y a certains qui ont mis la clé sur la porte parce qu'ils n'ont jamais reçu la différence entre leur prix d'importation du café et le prix que l'État leur a obligé à vendre. Par exemple, je donne un exemple, ils importent à $100 ou à $1000, peu importe, ou à $10 000 la tonne, on l'oblige à la vendre au dinar, bien sûr, avec le risque de dévaluation à, exemple, 5000 dinars, donc il l'achète $5000, pardon, donc il l'achète 10 000, on l'oblige à la vendre à 5000, donc le delta devait être assuré par l'État. Il y a énormément de gens qui ont mis la clé sous la porte parce qu'ils ne pouvaient pas avancer une telle trésorerie, parce qu'on parle quand même pas de kilos, on parle de dizaines, de centaines de tonnes. Donc encore une fois, pour moi c'est de la communication, c'est de la propagande comme on l'a vu et que les Algériens ont vu depuis l'avènement de cet État en 62. Très bien. Restez avec nous, Nazim Taleb. Docteur Nour Abkouch, sur ce mécontentement
ce mécontentement de Abdelmajid Tebboune par rapport donc au ministre. Il a parlé, donc il a également noté une baisse de motivation parmi certains responsables, les exhortant à respecter leur engagement. Il a réaffirmé l'importance d'une action rapide et efficace au sein du gouvernement, notamment dans les secteurs touchant directement la vie quotidienne des citoyens. Comment peut-on lire donc ces déclarations et ce mécontentement de Abdelmajid Tebboune par rapport donc au ministre Noura Bekkouche, sachant que le ministre, comme ça a été rappelé par Nazim Taleb, n'a pas de pouvoir en Algérie. Il faut que d'abord le désigner ait un pouvoir. Le président, il faut que d'abord que lui puisse avoir un certain pouvoir réellement de changement et une volonté, parce qu'on revient toujours à la volonté politique qui est inexistante de changer quoi que ce soit et de rester telles que les choses, et peut-être même les déclarations, c'est juste un effet d'annonce et pour la consommation locale, mais on est toujours dans le théâtralisme et toujours donnons l'impression qu'on travaille, donnons l'impression que on peut très bien prendre c'est la com au sens ce qu'il a dit et vraiment changer les mots, les qualificatifs il y a d'autres qualificatifs, l'opposé de ce qu'il a dit, et on trouvera bien la réalité des choses, c'est contraire à ce qu'il a dit. Donc lui, il n'a pas de pouvoir. Forcément, le ministre également n'a pas de pouvoir. Et en plus de ça, de toute façon, on sait que dans un pays où la corruption est le maître, c'est le principal peut-être critère de recrutement et de nomination des ministres qui sont corrompus, comme d'ailleurs toute la caste qui est à la tête normalement du pouvoir. Incompétence, corruption, et juste pour dire que voilà, il n'est pas content, qu'il faut. Est-ce que ça c'est d'un côté. D'un autre côté, est-ce que la réalité algérienne avant cela, on avait du sérieux, on avait du travail, on avait vraiment où l'Algérien est vraiment au centre des préoccupations de ces irresponsables, parce que je pourrais pas dire que c'est des responsables. Non, ça n'a jamais été le cas. Donc on peut pas dire qu'il a remonté certains leur engagement de respecter. De toute façon, personne ne respecte rien du tout. On sait qui tire les ficelles et c'est tout. Hein. Donc ça reste juste. Qui m'en juste des mots comme ça dans l'air, même s'ils sont comme ça, le mot il a l'air engagement et tout, mais c'est quand c'est vide de sens, ça n'a aucun sens. Très bien. Restez avec nous, docteur Noura Bekkouche. Docteur Mohamed Lamine Chibane, cette incohérence dans les politiques de la gestion des affaires de l'État, ça a été rappelé par notre ami Nazim Taleb, mais aussi est-ce qu'on peut dire que les échecs de différents secteurs et la responsabilité des performances des ministres, ou plutôt la politique générale qui ne fonctionne pas, cette politique qui exige une ouverture politique, mais aussi une vision des choses. Qu'est-ce que vous en pensez, Dr Mohamed Lamine Chibane? Je constate des contradictions. Quand vous voyez la grève des étudiants, des résidents, médecins résidents, depuis le 16 octobre, il a fallu attendre 4 jours pour que le ministre de l'Enseignement supérieur se réveille. En plus du mutisme de la presse soumise, il y a pas bon triste. Donc, si vraiment le ministre il avait les coups des franches, ça aurait été le 16, le jour même. On n'attend pas des médecins résidents, l'élite de ce pays. 4 jours en grève pour les recevoir.
Je vous rappelle aussi, d'ailleurs, il a tout à fait raison, votre invité, quand il a parlé de ministre mesquine. Je vous rappelle aussi l'incident qui a eu lieu, le scandale de l'ex-ministre de la Communication, l'Irach. Il tremblotait devant un pseudo-général par téléphone. Et par la suite, il est parti. Limogé. Donc, vous voyez un petit peu, ce genre de ministre. C'est pas comme le disait notre confrère, Zman, le ministre, le colonel Qasdi Merbeh, l'ex-patron de la sécurité militaire, l'ex-premier ministre, quand Chedli Allah yarahmou, il a démis de ses fonctions, de son poste. Alors moi, j'ai été soutenu par l'Assemblée populaire. Et donc, c'est l'Assemblée qui me démit. C'est pas vous. Ou allou, la fameuse phrase, هنا يموت قاسي. الرجالة. هذه faudrait se rappeler tout cela. Et puis, que peut faire un ministre mesquin, qui m'appelle mesquin, quand le président, dès qu'il est arrivé au pouvoir en 99, il avait ordonné lors du Conseil des ministres au ministre de la Communication ou de l'Information pour trouver un problème à ce débit qui a été classé parmi les derniers pays au monde avec un débit très très faible. Ça fait maintenant 5 ans. Le problème perdure toujours. Le débit, des coupures à chaque fois. Donc moi je pense que nous avons affaire à des figurants politiques, à une masse d'applaudisseurs, et puis voilà ce que je peux dire. Très bien, restez avec nous, docteur Mohamed Lamine Chibane. On va essayer aussi de parler de cette décision donc, par rapport aux BRICS. Bien sûr, avant de donner la parole à notre ami Nazim Taleb, on va juste regarder cette vidéo et je reviens juste après. L'Algérie est désormais officiellement membre partenaire de l'Alliance des BRICS. L'annonce a été faite dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 octobre lors du sommet des BRICS+ qui se déroule actuellement à Kazan, en Russie. Ce sommet réunit 9 pays, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie et l'Iran. Les BRICS ont ajouté 13 pays en tant que membres partenaires, mais non comme membres à part entière. L'Algérie figure parmi ces pays, avec 12 autres, la Biélorussie, la Bolivie, Cuba, l'Indonésie, le Kazakhstan, la Malaisie, le Nigeria, la Thaïlande, la Turquie, l'Ouganda, l'Ouzbékistan et le Vietnam, selon une annonce faite sur le compte Twitter officiel des BRICS. Ce bloc des BRICS représente 26,2 PER du PIB mondial, rivalisant ainsi avec la puissance économique du groupe des 7, G7. Les BRICS se positionnent comme un concurrent des pays occidentaux sur les plans économiques et géopolitiques. L'Algérie et le Nigeria sont les 2 seuls pays africains à être inclus dans cette liste de pays partenaires. Le Maroc aurait exprimé son intérêt pour rejoindre l'Alliance, mais selon les médias marocains, l'Afrique du Sud, membre fondateur des BRICS, s'y opposerait en raison des relations tendues entre les 2 pays, notamment à cause du soutien de l'Afrique du Sud à l'indépendance du Sahara occidental. En août dernier, l'Algérie avait déjà été admise comme membre de la nouvelle Banque de développement, NBD, des BRICS, créée en 2015. Cependant, sa demande d'adhésion pleine aux BRICS avait été refusée en 2023. Son statut de « membre partenaire » pourrait cependant lui ouvrir la voie à une adhésion complète dans les mois à venir. Voilà, donc l'Algérie devient membre partenaire. L'incohérence, c'est que dans une récente interview de Al-Majid Tebboune, qui a déclaré donc, que l'Algérie a définitivement tourné la page de l'adhésion au bloc des BRICS. On l'écoute. احنا كنا باغيين ندخلوا المنظمة البريكس لأسباب معينة. لما شفنا إلى ما آلت إليه البريكس الأسباب هذه أصبحت غير واضحة. إذن الرغبة نتاعنا في الدخول للبريكس ما بقاتش نفس الرغبة اللي احنا كنا باغيين نفوتوا مع كتلة والمستقبل كشاف. قيل أن هناك بعض من تحرك لمنع الجزائر من الدخول لهذه المجموعة.
اللي داروها يعرفوا اللي ما أثروش في الجزائر. هذا هو. وإحنا يعرفوا الجزائر بصفة عامة كدولة كرئيس كجمهورية ولا كمواطن، النيف هو النيف، النخوة. ما بغيتش الله يسهل عليك، روح، أنا مانيش محتاج. Majid Tebboune. Mais aussi, il faut rappeler aussi que l'Algérie a été admise comme membre de la Banque des BRICS, donc la nouvelle banque du développement, 1,5 milliard de dollars que l'Algérie a déposé dans cette banque. Nazim Taleb, comment peut-on lire donc cette décision? Bien sûr, l'Algérie devient membre partenaire, mais récemment, on a entendu cette interview d'Amajid Tebboune qui dit que la question du BRICS a été tournée. Donc, votre réaction? Ma réaction, c'est que NIF a ses limites apparemment chez lui. C'est tout. NIF, on accepte d'être partenaire au lieu d'avoir une adhésion complète et entière. Donc, non, mais je crois que ça montre quand même que le président n'a aucun poids, c'est un figurant. Finalement, un président qui dit officiellement quand même lors d'une entrevue journalistique qu'on a tourné la page du BRICS et pour en apprendre même pas un mois après que finalement on devient membre partenaire. Parce que si, comme il dit, on avait Nakhwa ou Nif, comme il a dit, ben normalement l'Algérie aurait dû retirer sa demande, même en étant un membre partenaire. L'Argentine l'a fait d'ailleurs. L'Argentine, quand il y a eu le nouveau président, il a refusé d'adhérer au BRICS. Donc voilà, Nif a ses limites chez Tebboune. Et encore une fois, ça montre très bien aux Algériens que c'est pas lui qui décide. C'est ni lui, ni ses ministres. Voilà, il y a des politiques parallèles, il y a des initiatives qui sont parallèles, voire qui se confrontent. Et l'Algérien, malheureusement, il est en plein milieu de ça. Mais dans l'absolu, moi, je trouve que ça reste quand même au-delà de ces déclarations populistes à Nif, Nif. Je trouve que le BRICS, avec toutes encore une fois, il faudrait une émission complète pour en parler, mais ça reste quand même pour moi quelque chose de positif. Parce que le BRICS aujourd'hui effectivement représente quand même un poids économique non négligeable. Il représente 36% aujourd'hui si on mesure en parité du pouvoir d'achat et non pas en PIB. Aujourd'hui, les transactions intra-BRICS ont augmenté de 40% depuis 10 ans. Juste à vous donner un exemple, la Chine aujourd'hui, juste en transaction intra-BRICS, c'est 800 milliards. L'Inde, c'est à peu près 400 milliards. L'Iran, c'est 60 milliards intra-BRICS. Aujourd'hui, l'Iran, par exemple, s'il n'y avait pas le BRICS, elle aurait été complètement confrontée aux sanctions américaines. Et aujourd'hui, l'Iran importe à peu près 60% de ses importations viennent des pays BRICS et à peu près 45% de ses exportations vont dans les pays du BRICS. Donc, je dis pas que c'est une mauvaise chose. Mais je dis, encore une fois, que ça montre, en tout cas, les déclarations de Tebboune montrent complètement qu'on a en face des figurants, des plaisantins qui malheureusement gèrent le pays comme ils gèrent une petite épicerie. C'est malheureux de voir. C'est malheureux de voir un président parler de cette manière, engager un pays comme l'Algérie. Oui, mais c'est pas comme ça qu'on gère les pays de l'année. C'est pas comme ça qu'on gère les affaires de l'État. Tebboune, on sait très bien que Mandouch Nif, rappelez-vous comment il s'est fait éjecté comme quand il était Premier ministre, et malgré ça il disait donc ça il faut pas l'oublier, il faut le rappeler à vos téléspectateurs que ce type-là était à la botte de Bouteflika, et quand ils ont eu besoin de lui suite au Hirak de 2019, il a retourné sa veste et aujourd'hui il nous présente le Jazair al-Jadida, mais qui est en réalité qu'une copie conforme à l'Algérie d'avant. Très bien. Docteur Nourab Kouch, comment peut-on lire donc cette façon de gérer le pays, les affaires du pays, quand on voit donc dire une chose et son contraire
Abdelmajid Tebboune a parlé que la question du BRICS sur la page a été tournée. Il a utilisé donc ces mots. Et juste après, pendant ce sommet donc en Russie, on apprend que l'Algérie devient membre partenaire avec d'autres pays, 13 pays en tout. Quelle est votre réaction? Est-ce que c'est des indices aussi de la façon dont on gère le pays, cette incohérence, ces décisions qui sont prises comme ça, dans la foulée, sans avoir une vision très claire de notre politique intérieure, mais aussi de notre politique extérieure et de nos orientations par rapport à la situation que vit le monde, surtout? Oui, absolument. Cela reflète l'état de ce régime, de ce pouvoir qui est à côté de la plaque et qui est complètement incompétent, ni vision, ni stratégie, ni rien du tout. Tebboune, s'il a un NIF, il a le NIF de Pinocchio parce qu'il dit la chose et son contraire, il ment comme il respire. Le costume présidentiel est trop grand pour lui. Quand tu entends normalement un président, de toute façon, même un costume de ministre, enfin, tous les costumes, les postes qu'il a eu, donc là, t'as l'impression, franchement, alors que là, moi, je vois, donc j'écoute, t'as l'impression d'écouter une discussion dans un café entre, c'est gravissime, il faut avoir quand même une stature, un certain langage, bon. Bref, ça c'est la parenthèse. Donc il y a rien du tout. On comprend aussi que finalement ce qu'il a dit, parce que c'est que bon, on a tourné la page des BRICS, c'est faux. C'est un pur mensonge, et que là, quand on a créé ce poste, un statut intermédiaire qui à la fois, partenaire, déjà, cela veut dire quoi? Un partenariat, c'est pas une adhésion complète, ça ouvre quoi? Parce que quand tu dis c'est positif même ou c'est négatif, il faut savoir qu'est-ce que ça va pour le pays, parce qu'on parle de pays, donc d'intérêt de pays, d'intérêt de peuple, qu'est-ce que ça va t'apporter? D'être dedans ou de ne pas l'être. Et de toute façon, on peut, comme a dit Monsieur Taleb, on peut vraiment parler des BRICS, et vraiment il faut une émission complète, mais pour l'Algérie, à l'état actuel des choses, parce que ça c'est un bloc qui est sur le plan, certes même au départ était économique, mais également géopolitique. Qu'est-ce que l'Algérie qu'est-ce que ça va apporter à l'Algérie? C'est dans ce sens-là. Certes que l'Algérie également, puisqu'on est entre relations pays, donc gagnant-gagnant normalement, qu'est-ce que ça apporte aux BRICS? Notamment, c'est pour ça qu'on a vu que l'argent de l'Algérie, c'est bien, mais l'adhésion de l'Algérie, elle n'est pas à la hauteur pour être membre des BRICS. Mais l'Algérie, avec sa situation politique, que ce soit politique intérieure, extérieure, cette instabilité, cette incohérence, et également une économie qui est basée principalement sur l'export du pétrole et gaz et de l'importation. On a vu même dans le communiqué qu'on n'arrête pas l'importation. Donc il n'y a pas de construction d'une économie vraiment locale, nationale. À l'état actuel des choses, franchement, voilà, ça reste également juste l'effet d'annonce pour l'instant, et être partenaire, on va voir qu'est-ce que ça va apporter à l'Algérie, parce que si c'est juste importer importer de l'un et pas de l'autre, et finalement exporter peut-être à l'un ou à l'autre, qu'est-ce que ça va changer pour l'Algérie? C'est vraiment, en termes de BRICS, il faut penser aux intérêts du pays.
Mais donc, c'est les vraies questions à se poser. Absolument. Et la question là qui se pose, Dr Noura Bekouche, et peut-être je vais revenir vers Nazim Taleb parce que j'aimerais aussi commencer donc un autre sujet qui est donc la grève des étudiants avec Dr Mohamed Lamine Chibane. Nazim Taleb, on a vu des images donc du BRICS qui était à Kazan, donc en Russie. Presque tous les responsables, les chefs d'État, donc des pays permanents du BRICS, donc les membres du BRICS, mais aussi les membres partenaires qui ont été admis. On parle de 13 pays, mais aucun responsable algérien n'était présent. Comment peut-on expliquer ça, Nazim Taleb, très rapidement, s'il vous plaît? Bon, sincèrement, j'ai pas de réponse concrète à la non-présence. Je crois tout simplement qu'il y a une cacophonie au niveau de l'État. Comme tout à l'heure, on a dit Tebboune, bon, il a dit, NIF, on va tourner la page. Finalement, ils ont dû avoir des assurances comme quoi ils vont être accueillis comme pays partenaires. Ils n'étaient pas très contents, donc ils ont dit bon, on va pas envoyer une délégation parce que nous, notre objectif principal, c'est quand même d'avoir une adhésion pleine et entière, ce qu'on n'a pas eu. Donc peut-être qu'effectivement, le NIF a eu ses limites, mais le NIF les a poussés juste à ne pas envoyer une délégation importante, juste pour être finalement un membre partenaire. Après, je voudrais quand même revenir sur ce que disait Madame. Alors, moi, quand j'ai commencé, j'ai dit effectivement, c'est pas que positif, c'est un bloc très qui est très hétérogène, très hétérogène. Il y a des pays qui sont en conflit entre eux. Les choses le BRICS, en fait, plus il y a des adhésions, plus le problème se posera. Premièrement, le BRICS ne dit pas quels sont les critères qui sont appliqués pour une adhésion et pour rejeter une autre adhésion. On ne connaît pas également réellement parce que eux ils se présentent comme un bloc, je dirais du grand, en anglais on dit Global South, c'est-à-dire un bloc qui va affronter l'Occident. Sauf que dans certains pays, ils sont contre cette confrontation, notamment l'Afrique du Sud et le Brésil. Eux qui voient le BRICS comme une couche par rapport à d'autres couches comme le G7 ou le G20. Donc, ils sont pas dans la confrontation, contrairement, par exemple, à la Chine et à la Russie. On voit qu'il y a même des conflits, notamment entre la Chine et l'Inde sur les Himalayas. L'Inde qui fait partie du groupement du Quad avec les États-Unis, l'Australie qui sont contre l'hégémonie de la Chine. Donc effectivement, c'est pas un groupe où il y aura pas de problème. Moi, je dirais que l'aspect positif, c'est de donner des alternatives, notamment sur la partie financière, parce qu'ils sont en train de développer des nouveaux modes de paiement en dehors du SWIFT. Et ça, on a vu quand même que la Russie en a largement bénéficié suite aux sanctions américaines. Donc, on peut imaginer que demain, s'il y a des sanctions contre l'Algérie, elle peut avoir un échappatoire avec le BRICS. Moi, c'est dans ce sens que je l'ai vu, mais il faut pas se leurrer. Le BRICS, la partie hégémonique du BRICS, ça reste la Chine. Il représente 70% du PIB du BRICS. Il représente, lui et l'Inde, la majorité de la population mondiale. On sait très bien que l'Inde, elle est en train de, même la banque qui a été instituée par le BRICS, elle sert notamment au financement de la nouvelle route de la soie entre la Chine en passant par la Turquie pour atteindre les marchés européens. Donc, par contre, effectivement, la question doit être débattue, mais malheureusement, avec qui voulez-vous qu'elle soit débattue? On n'a ni des ministres légitimes, ni un parlement légitime, et le peuple, la voix du peuple, elle est complètement marginalisée. Donc, l'intérêt de l'Algérie au niveau du purement commerce, je ne la vois pas
comme ça, d'une manière très flagrante, parce qu'encore une fois, notre marché primaire reste quand même l'Europe en termes de gaz. Moi, le pétrole, l'Algérie, je ne crois absolument pas que ça va être un pays exportateur de pétrole. Ça va pas être un gros enjeu. Aujourd'hui, elle exporte 300 000 barils par jour, donc c'est pas un gros enjeu pour eux. Leur marché reste le marché européen, notamment Italie, Espagne et France, donc en dehors du BRICS. On n'exporte pratiquement rien du tout, donc même si on rentre dans des accords avec les BRICS, c'est-à-dire la libre circulation des marchandises et des capitaux, je crois absolument pas que l'Algérie va en bénéficier. Bien au contraire, ça va être une porte ouverte pour les produits chinois, à la limite turcs, indiens, etc. Donc je ne crois absolument pas que sur la partie commerciale, l'Algérie va être très gagnante, on va dire. Très bien. Vous avez parlé aussi de ce manque de débat. Nazim Taleb, on va revenir aussi sur la journée nationale de la presse. Mais avant d'aller à la journée nationale donc de la presse, Dr Mohamed Lamine Chibane, si vous voulez réagir bien sûr à cette question de BRICS, mais j'aimerais entamer avec vous donc la question donc des étudiants en médecine, ce mouvement qui continue. Si vous voulez réagir par rapport à la question des BRICS, Dr Mohamed Lamine Chibane. Oui, tout à fait. Un petit mot. Écoutez, Nassar, nous récoltons ce que nous avons semé. En 2012, on a été classé parmi les pays, l'Algérie, parmi les pays les plus grands gaspilleurs au monde et les plus corrompus. Donc, pour revenir aux BRICS, il y a un strapontin, l'Ouganda, pour un pays qui selon M. Tebboune, donc fin 2025, ça va être un pays émergent et non plus un pays en voie de développement. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Le rejet de notre candidature, elle était attendue, c'est clair. Et je rappelle la déclaration de M. Rahabi, où il dit on ne présente jamais une organisation internationale, il parle du BRICS, comme solution à ces problèmes. D'abord, c'est un aveu d'échec. Ensuite, c'est confier notre destin, son destin, à une puissance étrangère. Donc, on cherche à adhérer à un conglomérat économique aussi puissant que le BRICS, avec une économie qui pèse juste 0,1% du PIB du BRICS. L'Algérie a été notée comme pays au PIB $3 500 par habitant, jugé trop faible par rapport à l'Inde et le Brésil. Le PIB, quand on le compare à d'autres pays du BRICS, donc il nous faut une économie vraiment performante pour être vraiment. Et puis pour avoir cette économie, il faudrait l'ouverture des médias politiques. Alors, je voudrais bien aussi savoir ce que disait M. Abbas. Le Maqal, nous allons poursuivre d'autres démarches en vue d'intégrer la nouvelle banque de développement et l'organisation de coopération de Shanghai. Voilà où on est la situation, mais pour ne pas trop s'attarder sur le BRICS. Pour revenir à nos braves étudiants en médecine, nos médecins. Avant de commencer sur cette question, Dr Mohamed Lamine Chibane, on va juste vous faire passer cette petite intro et je reviens à vous juste après. Voilà, donc on va écouter dans ce passage aussi l'intervention d'une étudiante en médecine, gréviste. On l'écoute et je reviens après à nos invités et surtout Dr Noura Bekouche, mais aussi Dr Mohamed Lamine Chibane qui connaissent très bien ce secteur. Inacceptable qu'on forme des dentistes qui ont soigné 10 caries fichiatum, qui ont fait 2 ans d'eau, qui n'ont jamais fait de prothèse conjointe et j'en passe. C'est les droits TERNA qu'on est en train de demander, en plus du matériel, le problème il dure depuis 6 ans. Ils ont parfaitement conscience, rien n'est nouveau.
Je sais peut-être que certains ont été convaincus par ce qu'a dit le ministre. C'est la même histoire. Le chef de département a toujours dit, on a conscience du problème, personne ne fait rien. Les adjoints, c'est pareil. Les chefs de service ont conscience, ils ne font rien. Le ministre ne fait rien. Si on arrête notre grève, Douka, on va finir par vendre la médecine dentaire pour 3 dinars. Nous méritons mieux que ça et je pense parler au nom de toute la médecine dentaire, des médecins et des pharmaciens. C'est notre droit qu'on est en train de demander. Notre formation est une formation élitiste. Nous faisons partie de l'élite de ce pays et notre formation, je répète encore une fois, doit se tenir à ces standards. Cette grève doit impérativement tenir jusqu'à ce qu'on ait tous nos droits, de l'authentification à l'augmentation du volume horaire pour les médecins dentistes, l'amélioration des conditions dans l'hôpital pour les médecins, l'accréditation pour tout le monde, les pharmaciens malheureusement qui ont été abandonnés par le ministère du Travail et le ministère de la Santé. Nous devons être solidaires jusqu'à la fin de cette grève, jusqu'à ce qu'on ait des actions. Donc le mouvement continue. On va essayer juste d'écouter aussi les slogans qui ont été scandés dans ce mouvement. Docteur Mohamed Lamine Chiband, sur cette question, bien sûr, un malaise dans nos universités, surtout les étudiants donc, en médecine. On connaît l'état aussi du secteur de la santé. Votre réaction par rapport, bien sûr, à ce mouvement qui continue et dans plusieurs facultés du pays? Je salue la conscience de nos confrères et consoeurs. Les contestations de nos valeureux confrères et consoeurs sont plus que légitimes. Quand on va pour la revendication, d'abord pour la dignité, al-karamata al-tabib. Alors, un pouvoir qui affiche tout son mépris. Je vous ai dit tout à l'heure, le 16 octobre, ils ont attendu 4 jours pour voir comment recevoir ces grévistes. Les autorités réellement ont échoué à répondre aux attentes légitimes de la corporation médicale. C'est indigne d'un pays riche qui ne parvient pas à garder ses élites. En plus, الحقوق تفتك ولا تعطى. Alors, المريض ما لقاش الطبيب والطبيب كما يقولوا هما والطبيب ما لقاش خدمة. Voilà où on est la situation. Mais en même temps, je déplore le mutisme du syndicat national des enseignants, centre hospitalo-universitaire, les syndicats des médecins, les doyens de la faculté, le Conseil national de l'ordre des médecins. Tout ce beau monde est aux abonnés absents. Sachant que le nombre important des médecins qui veulent passer leur concours, il n'y a que 20% qui vont pouvoir réussir. L'IOM, Trade Fille Algérienne Doctors, qui est une page respectable, l'EHS de Zmirli, la radio est en panne, le scanner il est en panne. Il coule le malade al-basit, miskin, il coule le soit le parler, soit le Mustafa. Alors, le mutisme en plus de des syndicats, de ces pseudo-syndicats, le mutisme de la presse aux ordres, cette presse déshonorée, et qui vit de nos impôts, qui vit du trésor public, qui vit de l'ANEP, qui ne dit pas un mot sur cette grève de son élite. Et pourtant, en même temps, elle parle de la grève des médecins au Maroc. Et elle parle de la santé du roi du Maroc. يا ربي تشوف الحدبه تاعك ما تعادش الحدبه تاع الاخرين. Nous sommes des citoyens à part entière et non pas des sujets. Alors il faudrait, au lieu d'encourager l'instruction, au lieu d'encourager la formation, ils encouragent la soumission et l'ignorance en donnant des allocations à ces chômeurs. Le médecin Maltash Khedma,
On ne réanime pas un secteur moribond, Alors, il y avait, au départ, juste avant la grève, il y avait 800 postes pour 7000 candidats médecins généralistes au poste de résident. Heureusement, يعني استيقظت الحكومة ومن من 800 postes طلعت 4000 et quelques. C'est déjà un acquis. Mais en même temps, il faudrait savoir une chose. Comment vous acceptez qu'un joueur touche 750 millions de centimes par mois, si ce n'est pas 1 milliard par mois, qu'un député touche 6 fois la paye d'un médecin, et que le médecin skin, un médecin généraliste, il troule avec 5 millions et demi. En plus de ce système de santé, les conditions sont vraiment honteuses et inacceptables. Ça, c'était la déclaration de l'ex-président de l'ex-ministre de la Santé, Ben Bouzid. En plus, ils ouvrent des facultés et ils n'ont pas l'encadrement. Le professeur Brougui, qui est un cadre du ministère de la Santé, il dit nos facultés vont connaître des difficultés pour encadrer ces futurs médecins. Est-ce que vous savez que nous sommes plus de 80 000 médecins? Comment faire pour ces médecins à demain? Et donc, en deux mots, ce que nous pouvons dire, le gouvernement, et à leur tête le président, ils doivent donner un climat à ces médecins. Quand vous voyez au CHU Roubaix, notre consoeur, Madame Nora Bekouch, elle doit le connaître, savoir, au CHU Roubaix, il y a une instruction, Roubaix, pardon, en France, il y a une instruction, quand une équipe médicale, elle est humiliée ou l'a agressée, quiconque porte un déshonneur à cette équipe de garde, par exemple, il est passible de 2 ans de prison et de 30 000 euros. Le médecin il fait sa garde, surtout pour les jeunes filles qui font des gardes la nuit. Alors là, elles sont vraiment exposées à tous les dangers. Voilà ce que je peux dire, mon ami. Très bien, restez avec nous, docteur Mohamed. Voilà ce que je peux dire. Allah يبارك فيك, restez avec nous, docteur Mohamed Lamine Chibab. C'est décevant. Très bien. Docteur Nora Bekouch, c'est un secteur que vous connaissez très bien aussi. On parle de l'élite algérienne. Des milliers de médecins quittent donc l'Algérie pour s'installer en France. On parle de 15 000 à 20 000 médecins algériens qui pratiquent en France. Cet échec donc de l'université algérienne, mais aussi du système de santé algérien. Alors qu'Ahmed Tebboune a fait des déclarations auparavant, dire que le système de santé en Algérie était parmi donc les meilleurs en Afrique, mais aussi parmi les meilleurs au Maghreb. Comment vous avez trouvé donc ce mouvement des étudiants en médecine, Dr Nora Bekouch? Premièrement, je salue mon cher confrère, Dr Chibem, et justement, je rebondis sur ce qu'il a dit. La problématique, c'est qu'on est considéré comme des sujets et non citoyens. C'est pour ça que c'est notre malheur autant que peuple algérien en Algérie. La problématique, on revient, ça c'est des conséquences d'une politique. Ça c'est on peut parler, ça tout ce qu'on vit, tout ce qu'on a vécu depuis l'indépendance et tout ce que bien sûr vivent les étudiants en médecine aujourd'hui, qu'on a vécu des générations. Rappelez-vous également, même ma génération, on a fait des grèves. Bon, c'est pas le sujet, mais 2018, juste avant le Hirak du 22 février, il y a eu le mouvement en 2018 également des résidents par rapport au service civil. Donc, tant qu'il y a, mais ça, c'est une conséquence de quoi? C'est une conséquence de la politique. Réellement en Algérie, on redit toujours la même chose, mais c'est toujours bon de le redire, est un problème politique. Premièrement, bien sûr, toute ma solidarité aux étudiants, que ce soit, on a entendu là une étudiante, donc on va dire les études médicales, parce qu'il y a les chirurgies dentaires également et peut-être les pharmaciens. Mais toute ma solidarité, bien sûr, je condamne également le mutisme, comme l'a
si bien dit mon ami Dr Chiben du Conseil de l'ordre, de tout le monde par rapport à ça. Et mais ce qu'on vit, et c'est vraiment une problématique importante, qui est la problématique actuelle, qui est le droit fondamental, la liberté. Parce que les étudiants en médecine, et on règle les conséquences par quoi? Pas pour régler la cause, mais également par la punition. C'est-à-dire un système punitif. De quel droit on n'homologue pas le diplôme d'un médecin? Il a le droit comme autant qu'Algérien, la liberté de circuler. Donc ça, c'est une atteinte déjà, indépendamment des problématiques purement médicales, une atteinte à son droit fondamental qui est la liberté de circuler. Donc, on ne peut pas garder un étudiant en médecine en otage. C'est une prise d'otage de ces étudiants qui sont des futurs médecins. Ça, c'est une problématique vraiment très, très importante. Et on revient toujours à la liberté. Après, le système de santé, de toute façon, il faut une réforme totale du système de santé, comme tous les... Enfin, et pas que le système de santé, tous les autres secteurs. Tout est vraiment en faillite totale. Et pour cela, il faut impérativement une volonté politique. Le médecin, j'entendais également, ah oui, mais on trouve des gens qui trouvent des excuses. Je trouve ça lamentable, oui, parce qu'on dépense beaucoup d'argent pour former un médecin. D'accord, Docteur Norab Kouch. Je pense qu'on a un petit souci avec Docteur Norab Kouch. Je ne sais pas si on l'a perdu. On va essayer de le rappeler avec nos amis de la régie. Mais Nazim Taleb, sur cette question, bien sûr, est-ce que vous voulez donc intervenir par rapport à la situation des étudiants en médecine, donc ce mouvement qui est en train de grandir, mais aussi qui continue dans les facultés, si on peut dire, dans tout le territoire algérien. La décision brutale et injuste concernant l'exclusion de 3 ans en cas de renoncement au poste. Dr Norab Kouch a parlé des libertés. Est-ce que vous voulez réagir, Nazim Taleb? Je crois qu'à face à 2 médecins, je crois qu'ils sont très spécialistes dans le domaine. Moi, je dirais aussi tout simplement... Pardon? C'est le malaise qu'on est en train de connaître dans l'université algérienne. Non, moi, comme je suis un peu porté sur les chiffres, ça vous avez pu le constater. Je donne quelques chiffres quand même. L'Algérie aujourd'hui, selon la Banque mondiale, chiffre 2021, l'Algérie compte 1,7 médecins pour 1000 habitants. Cuba, c'est 8,4 médecins par 1000 habitants. L'Espagne, 4,6. La Russie, 3,8. La Suède, 7,1. Donc, nos dirigeants qui aiment bien se comparer au système de santé et aux pays du Nord, ils sont loin du compte. La moyenne de l'Union européenne, c'est 4,3 médecins. Aujourd'hui, en Algérie, il y a à peu près 76 000 médecins. Donc, si on prend la moyenne de l'Union européenne qui est 4,3, on obtiendrait à peu près 200 000 médecins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 160 000 médecins qui manquent. Si je prends la moyenne cubaine, un pays très pauvre, sous embargo depuis des années, on serait à 386 000 médecins. Ça, c'est un premier point. Second point, la santé, en général, je parle de la santé, le budget des Moudjahidines en 2014, il était d'environ 2 milliards de dollars. Moudjahidines, on est quand même 60 ans après l'indépendance. Il n'en reste pratiquement plus. Je ne crois absolument pas. Et consacre 2 milliards. La santé, vous savez, Nasser, combien on a consacré à la santé? 6,3 milliards de dollars en 2024. Le budget de la défense en 2024, c'était 21 milliards.
Et pour la santé, c'est 6,3 milliards. 2024, vous voulez dire? Ah pardon, 2024. À chaque fois, je mélange les pinceaux, désolé. Donc c'est 2024, le budget 2024. Vous avez 21 milliards pour l'armée et 6 milliards pour la santé. Vous avez 10 milliards pour la police et les collectivités locales et vous avez 6 milliards pour la santé. Donc on voit bien que l'Algérie, le régime algérien, n'accorde aucune importance, si ce n'est avoir un budget pour la santé. Il faut bien quand même pour que 46 millions d'Algériens puissent aller quelque part. Donc, on se targue de construire un nombre important d'universités, un nombre important de centres médicaux, mais en réalité, il est, comme il a dit très bien le monsieur, il n'y a pas d'encadrement parce qu'on n'a pas assez de médecins. Et les médecins qui sont existants, avec un salaire médiocre, eh ben, qu'est-ce qu'ils voudront faire? Ben, ils voudront aller à l'étranger, ce qui est tout à fait normal. Finalement, l'Algérie, elle est en train de tout simplement de sous-traiter de la matière grise pour les pays européens. C'est-à-dire, on forme les médecins et on leur donne un médecin tout prêt. Bon, je vais pas polémiquer sur la formation, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est mauvaise, mais en tout cas, il y a énormément de médecins algériens qui réussissent très bien ici. C'est-à-dire qu'ils font quand même un effet de rattrapage derrière pour être de bons médecins. Donc, finalement, la priorité de ce régime, c'est un État sécuritaire. C'est un État de rentiers. On donne 2 milliards aux Moujahidines. Les Moujahidines, je ne sais pas combien ils représentent aujourd'hui. Allez, à tout casser 10 000, on leur donne 2 milliards. Par contre, 80 000 médecins, on leur donne que 6 milliards. Donc, le budget de la santé, finalement, il est 3,3 le budget de Moujahidine. Et il est 3 fois moins que le budget de la défense. Encore moins que 3 fois. Parce que là, on est à 6 et le budget de la défense est à 21 milliards. Cette année, il est à 25 milliards. En 2025, c'est 25 milliards pour l'armée. Donc, ça vous dit quand même les orientations et les choix politiques de ce régime. Le choix politique, c'est pas pour former une élite. Ce n'est pas pour avoir des universités performantes en termes de publication. Ce n'est pas avoir une synergie entre les universités et les entreprises pour que justement ces recherches pratiques, théoriques puissent se matérialiser sur le terrain en termes de création de richesses, de produits, de services, etc. On est dans un régime qui est complètement sécuritaire où la priorité est donnée aux militaires et à la police. Malheureusement, c'est ça le constat. Et donc, les médecins, ils ont tout à fait le droit, bien sûr, de protester. Parce qu'il n'est pas normal qu'un pays où il est à 1,7 médecins pour 1000, qu'on puisse ouvrir que 800 postes par an. Et quand on dit que les médecins, le régime dit que oui, on va pas accréditer pour qu'ils partent pas ailleurs. Ben oui, réduisez considérablement les autres postes, notamment à Moujahidine, à la défense, etc. Et vous aurez amplement l'argent pour payer dignement le médecin algérien. Il n'aura pas besoin de partir à l'étranger. Mettez des hôpitaux avec des équipements performants, avec une bonne maintenance. On sait très bien aujourd'hui, quand vous allez dans un hôpital, il y a des choses en panne ou des choses en panne dans le privé. Donc, finalement, on est en train d'enrichir ceux qui sont déjà riches. Et finalement, les médecins qui veulent pratiquer, apprendre, ils n'ont même pas le matériel pour apprendre. Et ça, je vous parle de tout ce qui est IRM, radiologie. Mais il y a des fois, les trucs de base manquent. Les trucs de base manquent. Donc, il y a tout le système, c'est même pas le système de santé en Algérie. C'est toutes les institutions de l'État qui sont défaillantes en Algérie. Très bien. Restez avec nous, Nazim. Docteur Nora Bkouch, je ne sais pas si elle nous écoute. Docteur? Oui, je suis là. Désolée. On vous a perdu. Donc, si vous voulez continuer donc, par rapport à cette question des étudiants en médecine, Nazim Taleb a donné des chiffres qui disent tout, si on peut dire. Le budget de l'armée qui va arriver à 25 milliards de dollars en 2025, alors que le budget de la santé représente seulement 6 milliards de dollars. Docteur Nora Bkouch.
Je pense que de toute façon, ils ont un peu dit l'essentiel. Il n'y a pas de volonté, de toute façon, pas uniquement pour le système de santé dans sa globalité, parce que c'est les infrastructures, c'est l'appareillage, c'est le consommable, c'est après la formation, c'est les médecins, c'est les ressources humaines. Donc, un médecin, de toute façon, une personne ne pense pas à partir ailleurs si les conditions de vie et de... Là, on peut s'épanouir que dans son pays. Il ne faut pas croire qu'on part de son pays de gaieté de cœur. Et on est peut-être là pour en témoigner. C'est vrai que c'est l'élite. C'est un cycle qui est très très long pour les médecins. S'ils arrivent à rentrer dans la faculté de médecine, c'est que là, ils sont depuis le primaire... qui sont les premiers de leur classe et tout. Donc, vous voyez, c'est leur enfance, la jeunesse. Et Dr Chiben peut en témoigner également. C'est beaucoup de sacrifices. Et donc, finalement, après, soit qu'il est... l'homologation, c'est-à-dire ce n'est pas... Ça ne devient pas normal. Moi, juste, bien sûr, je réitère ma solidarité avec les étudiants en médecine en Algérie. Néanmoins, je dis quelque chose que notre combat doit être commun, parce que là, le problème en Algérie, c'est pas uniquement le système de santé, mais c'est un problème politique et l'union fait la force. Voilà. Très très bien. Restez avec nous, Dr Noura Bkouch. Vous avez parlé aussi des libertés et cette semaine aussi, le 22 octobre, coïncide donc, comme chaque année, à la Journée nationale de la presse. Cette journée qui a été célébrée donc, dans un contexte inquiétant. La liberté de la presse est un pilier fondamental de toute société démocratique, permettant aux citoyens d'accéder à une information libre, pluraliste et indépendante. En Algérie, malheureusement, ce principe essentiel est souvent mis à l'épreuve. On va débattre de cette question, mais on n'a pas beaucoup de temps juste après cette petite intro. Donc la journée nationale de la presse, on va écouter les déclarations d'Abdelmajid Tebboune concernant donc la presse, notre presse, lui qui a dit une presse très considérée dans le monde. On l'écoute. الحالة هذه عندنا بعض الجرايد نتاعنا اللي اليوم حاسبين لهم 1000 حساب في أوروبا والدول اللي مخاصمتنا. هذه هي الصحافة اللي نبغوها، من الصحافة نتاع التصفاق ونتاع كذا ونتاع هذه ما تفيدش البلاد. Docteur Mohamed Amin Chiben, sur cette question, donc, on parle donc de cette journée nationale de la presse. On a entendu ces déclarations d'Abdelmajid Tebboune. ماشي une presse اللي يعني تستحق التصفاق, alors que la question de la presse, de la liberté de la presse a été posée bien sûr par plusieurs organisations internationales, des journalistes qui ont été emprisonnés juste parce qu'ils faisaient leur travail. Comment peut-on donc qualifier cette journée nationale de la presse d'après vous, Dr Mohamed Amin Chiben? pauvre journée de la presse. الصحافة مهمتها النقد، ليس نقد الأشخاص، ولكن نقد القرارات اللي تجي من عند السلطة. ولكن هذا الصحافة ساكتة. La liberté d'expression est l'une des libertés fondamentales des droits de l'homme et des droits élémentaires. Et là, je vous rappelle ce que disait Malik ibn Nabi, le grand philosophe: لا تصمت عن قول الحق، فعندما تضع لجاما على فمك سيضعون سرجا على ظهرك. هذا مسيو مالك بن نبي رحمة الله عليه. ويقول أيضا هذا الفيلسوف جوزيف غوبلينز، يقول: أعطني إعلاما بلا ضمير أعطيك شعب بلا وعي. الحالة اللي رانا فيها. D'abord, je suis solidaire. Nous avons 5 journalistes. À l'occasion de cette journée, on aurait aimé
à l'occasion de la journée nationale de la presse, que le président donne la décision, il autorise, il libère ces 5 journalistes et à leur tête Ihsan Qadi. Et en plus, quand on voit M. Saad Bouaqba, le doyen des journalistes, il dit, j'ai honte de dire qu'après 50 années de professionnalisme, après 50 années de travail, j'ai honte de dire d'ailleurs, sans citer le nom, l'ex-diplomate français, vous croyez qu'il existe une presse algérienne? شوف يا أخي ناصر نادر مصمودي رحمة الله عليه يقول إذا خفت فلا تكتب أخويا، ما تكتبش، وإذا كتبت فلا تخف. للأسف احنا عندنا صحافة à plat ventriste au service du pouvoir. Elle devient donc nocive puisqu'elle ne dit pas la vérité. Ce sont des applaudisseurs qui ont perdu toute crédibilité aux yeux d'ailleurs. Alhamdoulilah ala ni'mat l'Internet. Et là, je vous rappelle ce que disait M. Voltaire. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. Donc, la démocratie, elle ne se mesure pas dans un pays, elle ne se mesure pas avec le nombre de journaux. 200 صحافة جريدة 200 قناة إذا هما كلهم قنوات وصحافة تابعة للسلطة. Qu'est-ce que j'en fais? Au contraire, ils deviennent nocifs pour le trésor public. Alors, la NEP, déjà, elle est déficitaire. Alors, Jean Jaurès disait, le courage, c'est de rechercher la vérité et la dire. Et là, je m'adresse justement à ces minables, entre guillemets, hacha, ces journalistes. Très bien. Restez avec nous, Dr Mohamed Lamine Chibane. Dr Noura Benkouch, je vous prie donc d'essayer de faire court parce qu'on a dépassé le temps de l'émission. Sur cette question donc de la journée nationale de la presse, beaucoup d'observateurs parlent aussi ou disent que le pays continue de faire face à des problèmes tels que la censure, l'autocensure, les pressions politiques et économiques et les menaces d'emprisonnement ainsi que les atteintes à la sécurité des journalistes. Cette situation complexe soulève des questions cruciales sur la liberté d'expression. Dr Noura Benkouch. Pour la journée, bien sûr, ça c'est une réalité. Et pour la journée de la presse en Algérie, on peut, comme on est avec un système qui adore les qualificatifs, dire la journée de la presse, muselée et ou contrôlée. Donc, si tu as un minimum de liberté, voire avec des journalistes comme Ihsan Qadi qui en que la liberté d'expression elle est absente, elle est nulle. On voit avec les détenus d'opinion qui sont en prison. Donc voilà, s'il y a la presse qui éventuellement est libre, elle est muselée, marmoua. Et la presse contrôlée, elle est dans la propagande, promouvoir la propagande du système en place. Très bien, merci beaucoup, Dr Noura Benkouch. Très rapidement, Nazim Taleb, je vous laisse le mot de la fin. Le rôle des médias dans la construction d'une société plus ouverte et transparente. Quand on parle de journée nationale de la presse en Algérie, qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Moi, j'appellerais ça la journée de la brosse, désolé, mais je l'appellerais pas la journée de la presse, quand même. Faut pas quand même abuser. Mais je voudrais quand même, je vais finir là-dessus, Nasser, je vais pas être long, mais pour vous dire qu'il n'y a ni liberté ni indépendance. Le décret qui a été publié le 30 septembre sur le fameux Conseil supérieur de l'éthique et de la déontologie de la profession de journaliste. Donc, je lis dans son article 2, le Conseil est un organisme indépendant doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Et je lirai juste cet article, et je m'en arrêterai là. Le Conseil est composé de 12 membres. 6 membres, 50%, est désigné par le président. Et les autres membres, c'est 4 journalistes et 2 éditeurs. Et les journalistes doivent avoir 10 ans d'expérience. En termes d'autonomie financière, c'est qui finance ce conseil? C'est les subventions de l'État. Donc, de quelle indépendance on parle? 6 des 12 membres sont désignés par le président lui-même.
De quelle indépendance? Et donc ça résume très bien. Et ça, c'est décret, hein, tout le monde peut le vérifier, c'est le décret numéro 60, publié le 30 septembre 2024. Là, je vais pas me tromper de date, non, ça, c'est pas 2014, c'est 2024. Oui. Donc, c'est écrit noir sur blanc qu'il n'y a pas d'indépendance, puisque 50% des membres sont désignés par l'État. C'est comme le tiers présidentiel, le Sénat algérien. Et c'est comme tout le reste. C'est que le président on sait très bien que le président, derrière lui, c'est tous les clans qui tournent autour. Donc, il n'y a pas de presse en Algérie. Il n'y a qu'à voir le nombre de journalistes qui ont été en prison et qui le sont toujours, à l'image, bien sûr, de Qadi Hassan. Absolument. Nazim Taleb, on est arrivé à la fin de cette émission. Merci à vous, Nazim Taleb, membre du secrétariat de Rachet. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci aussi à Dr Noura Bekouche, médecin militante politique. Elle était avec nous par téléphone depuis Paris. Et grand merci aussi à Dr Mohamed Lamine Chiban, médecin et militant politique. Il était avec nous par téléphone depuis Chorfa, le Bouira. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Khawa al-Akhir.